Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'il y a du monde dans le chat? Est-ce qu'il y a du monde tout court? J'ai un petit problème avec mon chat là, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, ça y est. Bonjour Matissart. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon alors j'ai corrigé vos ceux qui étaient en groupe, ceux du groupe 1 là. Ceux qui sont avec moi, j'ai corrigé vos contrôles continus. Quoi dire? Bonjour. Bonjour Kaidai, bonjour Centurion. Quoi dire? Je sais pas, c'est ma 6e ou 7e année, je crois, à l'UPEC en tant qu'enseignant, enfin en tant que maître de conf, quoi, enseignant-chercheur. Alors je pense que c'est une des sessions les plus impressionnantes que j'ai vues. Alors je comprends pas. Je comprends pas vraiment. En fait, c'est l'exercice, c'est ce genre d'exo avec des probas conditionnels, ce genre de choses. Je sais pas, c'est des trucs qu'on fait avec des étudiants de L2 en biologie en général, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment loin des maths, quoi. En gros, évidemment, les résultats sont catastrophiques, hein, vous le saviez déjà. Mais je comprends pas vraiment la raison, en fait. Enfin, c'est quoi le truc qui vous a vraiment posé problème dans ce contrôle continu? J'ai réfléchi un petit peu parce que, bon, on se remet en question, hein, en tant qu'enseignant, quelque part. On se dit, bon, on a peut-être mal expliqué plein de trucs. Peut-être j'ai voulu faire trop de choses, j'ai été trop ambitieux, je sais pas. Il y a un truc qui m'échappe un peu. Hein. Ce qui est sûr, c'est que vous avez un peu perdu complètement votre comment dirais-je, votre bon sens, quoi. Dans ce contrôle continu, j'ai un peu fait exprès hein, de pas vous demander des choses proches du cours et plutôt des choses où vous pouviez faire fonctionner votre cerveau, quoi. Et quelque part, j'ai l'impression que c'est un échec total. Par exemple, hein, bon, ceux qui sont en groupe 1, là, vous vous souvenez probablement de l'exercice où je vous demande l'exercice 1, où je vous demande la loi du max de 2D. Hein, donc je vous rappelle bien que pour trouver la loi d'une variable aléatoire, discrète, la première question à se poser, c'est quel est son support? Il y en a quand même pas mal parmi vous qui se souvenaient qu'il fallait trouver son support. Hein. Mais le support du maximum du lancer de 2D, je sais pas, hein, ça m'a surpris. Hein. J'ai corrigé vos copies hier dans la journée. Bon, j'étais choqué, hein, vraiment choqué. J'en ai parlé avec... le soir, j'avais un apéro Zoom avec des gens de ma famille, des gens qui n'ont rien à voir avec les maths, hein, la prof de littérature... je sais pas moi, bon bref, des gens qui ont rien à voir avec les maths du tout. J'aurais demandé, on a le max de 2D, c'est quoi l'ensemble des valeurs qu'on peut avoir? Bah ça sort directement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 quoi. Je comprends pas, j'ai pas compris. Il y a vraiment un truc dans ce contrôle continu qui me dépasse vraiment en fait. J'ai l'impression que vous avez paniqué, que vous avez débranché le cerveau quoi. Ah non, non Abdel, elles sont pas bonnes, non, elles sont vraiment pas bonnes. Et à la rigueur, j'en ai pas spécialement, c'est plus moi qui. Enfin, moi je viens de me remettre en question, hein, pas de problème. Bon, ça fait 6 ans que je fais ce travail, ça fait 15 ans que j'enseigne quand même. Donc en général, quand j'explique des choses, bon, je dis pas que les gens comprennent toujours, quoi. Il y a un feeling qui se produit, il y a un machin, il y a un truc. Mais là, c'est au-delà du réel, quoi. Vous avez rien compris en fait à ce qu'on a fait. Vous n'avez pas relu ce qu'on a fait. Il y a eu du zéro, quoi. Donc après, je veux bien que les maths ce soit pas votre passion dans la vie, hein. Vous êtes des informaticiens, vous n'êtes pas des matheux. Mais voilà quoi, c'est qu'on continue, t'es vraiment au-delà du réel quoi. Enfin, y a pas. Et encore une fois, bon, je veux bien me remettre en question jusqu'à un certain point. Hein. Ouais, je pense effectivement à Skim, c'est un peu lié à ça. C'est-à-dire que vous avez eu peu de temps pour assimiler les choses, ça c'est vrai. Hein. Vous avez eu peu de temps, on a eu des circonstances un peu difficiles. Hein. Faire ce machin sur Twitch au lieu d'en live, ça change quand même pas mal de choses, je pense. Hein. Je suis d'accord. Il y a une explication, c'est ce facteur-là. Mais malgré tout, je veux dire, à un moment donné, il y a le fait de pas d'avoir peu de temps et le fait de réfléchir sereinement à un problème, quoi.
le maximum de 2D. Alors, la fonction de répartition, bon, personne ne la fera assez bien. Hein. Il y a eu, comme d'hab, il y a eu des gaussiennes, il y a eu des fonctions de répartition qui étaient décroissantes puis décroissantes, il y a eu des diagrammes en bâton, il y a eu n'importe quoi. 90% des choses, c'est n'importe quoi hein, pour la fonction de répartition. Bah, je sais pas, Mighty Sort. Il y a probablement aussi des explications qui sont propres à chacun d'entre vous. Hein. Il n'y a probablement pas d'explication universelle. Hein. Mais mais n'empêche, là, il y a un truc qui est problématique, quoi. Ouais, c'est vrai aussi, Tanina. Non, mais je suis d'accord. Il y a plein de facteurs qui font qu'on peut expliquer ça. Hein. C'est pas le. Encore une fois, je n'en veux pas particulièrement. Là, c'est un truc que je me pose la question moi, à quel point les contrôles continus, les cours sur Twitch sont efficaces en fait. Moi, j'entends que c'est efficace. Disons, ça me déplaît pas de le faire en fait. Hein, je trouve plutôt rigolo. Mais j'entends qu'il y a un truc qui passe pas en fait en virtuel. Mais ouais, avec Skim, je sais bien. C'est ce qu'on fait 80% d'entre vous en fait. Mais non, le maximum c'est un max. Donc c'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. C'est à votre portée, hein. Encore une fois, j'ai eu l'impression de faire un CM. Alors voilà, l'autre petit truc auquel que je peux me reprocher, hein, que je peux éventuellement me reprocher, c'est de devoir poser l'exo 2 et l'exo 3, des choses assez similaires. Hein. J'ai pas voulu vous embêter avec éventuellement des variables géométriques ou binomiales ou machin, ou poisson. Je me suis dit, on va faire les choses simples. Hein. On va faire les probas totales et le conditionnement. Bice et les probas totales. Après, les R6-3, j'ai plus détaillé que le 2. Mais encore une fois, c'est ce genre de choses. Exactement, Dai. C'est un peu ce que je vous ai toujours dit quand vous avez proba. C'est-à-dire que vous avez tous paniqué devant la modélisation. Tous. À 2 ou 3 exceptions près, vous avez perdu vos moyens entre je sais donner la réponse, je donne la réponse, bien modéliser le problème. C'est un truc qui vous a vraiment posé problème en fait. Hein. C'est normal en fait. Hein. C'est pas un truc inhabituel. Le problème, c'est que j'ai l'impression que vous avez vraiment pas assimilé du tout ce qu'on a fait ensemble en fait. Il y a eu, après voilà, disons que ça m'a posé problème ce contrôle continu. Ça m'a posé problème parce que bon, évidemment de manière générale, il y a un gros écrémage en L2. Hein. Il y a de l'ordre de, je sais pas, 30-40% des personnes qui réussissent l'examen en première session. Là, on est plutôt de l'ordre de, je sais pas, on est parti sur 10%, quoi. Donc, à un moment donné, c'est pas que vous, hein, il y a aussi moi hein, qui fait des choses pas terribles, hein, forcément. Mais je vois pas. Je sais pas très bien, j'aurais peut-être dû plus insister sur un certain truc, bon, je sais pas. Mais oui, il y a tout ce que vous dites est correct. Hein. Enfin, ça paraît clair. Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ce crash, quoi, ce crash absolu. Donc voilà. Donc bon, je vous rendrai les résultats plus précisément vendredi. Hein. Là, je peux mettre les notes dans un fichier, je peux vous les envoyer, mais enfin, je préfère vous commenter un peu en direct. Les erreurs typiques que j'ai pu voir, pour ceux de mon groupe, hein, je pense que ceux de Johan, ça va être pareil. Hein. Il les a pas encore corrigés, mais je pense que ça va être... Il n'y a pas de raison. Hein. Ouais, Askim. Alors, du coup, j'ai insisté pour vous faire 2 contrôles continus en analyse. Alors, je sais pas, peut-être en analyse, ça va aller beaucoup mieux. Bon, j'ai mes doutes, hein, mais voilà. Donc, vous avez 2 contrôles continus en analyse. Ils sont déjà sur EPRED, je crois. Ils sont quand? Ils sont le mercredi 9 décembre, je crois. Donc, dans 2 semaines. C'est ça? Ça doit être ça. Et le vendredi 18 décembre. Alors, ils sont une semaine l'un de l'autre. Faut enlever proba. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Gigi? Non, on peut pas enlever les probas. Les probas, c'est important. C'est important, je vous l'ai déjà dit, c'est important au sens où dans la vie, dans les maths pratiques, dans les maths qui font réfléchir les gens, hein, et dans lesquels comment dire, vous pouvez apporter un plus, vous, en tant que personne qui avait suivi un cursus scientifique à l'université, les probas en font partie. Hein. C'est un vrai plus pour vous par rapport à quelqu'un qui a fait un IUT informatique, quoi. Enfin, l'IUT informatique, c'est très bien aussi, mais simplement, il va avoir moins de recul de notions scientifiques que vous, en théorie. Hein. Il faut bien que vous alliez chercher ces notions scientifiques. C'est pour quand? C'est pour le 9 décembre et le 18 décembre. Mercredi 9
et vendredi 18. À chaque fois le matin. C'est sur Eprel, c'est sur ADE déjà, hein, avec Abdel. Alors, ce qui est sûr, c'est que le 9 décembre, il n'y aura que l'analyse. La question, c'est est-ce que le vendredi, je fais un contrôle continu qui a plus de poids que les autres, hein, un gros truc, c'est un peu, parce que en fait, vous n'avez pas d'examen final. Hein. J'ai fini par apprendre aujourd'hui. Il n'y a pas d'examen final dans votre module. Par contre, ce que je peux faire moi, c'est mettre un dernier contrôle continu où qui a un poids plus fort. Ok? Donc, je sais pas, ce serait un poids du style 50% pour le dernier, 25% pour les deux autres, et on enlève la pire note. Ok, ça m'a l'air défendable. Alors dans ce cas-là, le dernier contrôle continu fera 2 heures, et il y aura des probas aussi. Celui du 18 décembre. Okay, c'est un peu mon idée. D'accord? Donc je pense que je vais faire comme ça. Faut que j'en parle encore à Antoine pour qu'il valide que c'est bien légal, je sais pas trop quoi. Donc voilà. D'accord? Donc bon, on va essayer de faire en sorte que le crash des probas, bah voilà, donc il y a encore 75% de la note qui joue dans ce cas-là. Ok, donc perdez pas espoir si vous avez pris 0 et 1. Bon. Non, Nina, je pense que le prochain contrôle, ça sera donc le 9 décembre, mercredi 9 décembre, ça sera un contrôle continu comme les autres, disons 1 heure, sur l'analyse, c'est-à-dire ce qu'on aura fait jusqu'à vendredi prochain, donc et même encore après, ce qu'on aura fait jusqu'au... Bon, je vous tiendrai au courant du programme. Essentiellement, ça sera tout ce qui est intégral et série. Nina. Ok? Le prochain contrôle sera pour 1 heure, je pense, et le dernier contrôle, 2 heures. D'accord? C'est mon idée. Et de donner un poids 2 au dernier contrôle par rapport aux autres. Exactement, Nina. C'est ça que je veux dire. Si je mets un gros poids sur le dernier, moi je veux pas, intellectuellement, j'ai pas envie de vous donner votre module. Si vous, mais je peux pas j'ai pas envie de vous donner votre module sans que vous sachiez, sans que les probas soient là, quoi. Ça c'est pas possible, ça j'ai pas, voilà. C'est analyse des probas, alors bon, voilà quoi. Faudra vous y mettre. Tout à fait, The Mighty Third, c'est logique. Donc voilà, ok. Donc éventuellement, je vous enverrai une annonce sur Eprel pour que les gens qui étaient pas là aujourd'hui, qui sont pas là aujourd'hui, soient au courant. Non, Yanis, faut quand même pas pousser, hein. J'enlève la pire note. Hein. Après, il reste 3 notes. Enfin, j'enlève la pire note parmi les 3 petits CC, disons. Quoi qu'il arrive, bon bref, vous avez compris, je pense. Le dernier CC, il fera 2 heures, il aura un poids 2. Et il compte quoi qu'il arrive. Ok? Les 3 premiers CC, ils ont un poids 1, et j'enlève la pire note. Je pense que c'est clair comme ça. Ouais. Et FLMB, je veux bien être clément, mais je vois pas comment être plus clément que ce que j'ai fait en fait. Un examen, c'est plutôt du type 2 tiers, Nina, le poids. Hein, c'est un examen light. Ouais, merci Céligre. Oui, c'est sympa. C'est ce que j'essaie d'être. Hein. Contrairement à ce que vous pouvez penser, mon but dans la vie, c'est pas de vous enfoncer, mais c'est de faire en sorte que vous appreniez les trucs. Donc, bon, si pour une raison X ou Y ça marche pas, faut bien ouais. Ouais, mais je sais pas, disons, après, voilà, quand vous allez voir vos notes de CC, vous allez pas être content, hein, c'est comme ça, hein. Disons, j'ai l'air sympa comme ça, mais après, je note quand même, hein. D'accord? Je suis quand même votre prof, quoi. Ok, bref. Bon, alors, où c'est qu'on en était? Donc, aujourd'hui, bon, alors du coup, j'hésite un peu à faire des séries entières très poussées. Bon, quoi qu'il arrive, maintenant c'est fait, on est parti, hein, donc on verra ce que vous retenez. Alors, je vous rappelle, on est arrivé, on avait fait 5-6 pages la dernière fois, hein.
Donc une série entière, c'est rien d'autre qu'une série de fonctions. Une série de fonctions. Alors attention, maintenant, ce qu'on somme, ce ne sont plus des nombres fixés. Okay, ce sont des nombres qui dépendent d'un certain z qui appartient à c. On n'ayez pas peur dans la pratique, on va surtout s'intéresser au cas réel. Je fais juste c pour pouvoir définir correctement l'exponentielle complexe. Hein, c'est toujours sur le truc que j'ai en tête. Pensez que si je fais tout ça, les séries entières, c'est avant tout pour arriver à la série exponentielle qui va arriver au cosinus et au sinus. Hein, donc, une telle série, donc, ça se note, somme des AN z puissance n. Ok ? Et lorsqu'elle converge, on note sa somme, S. Donc, je vous rappelle, pour les séries, la somme, c'est la somme pour n égale 0 à l'infini de AN. Ici, on dépend en plus, chaque terme, on le multiplie par z puissance n. D'accord ? Donc, c'est la somme des AN fois z puissance n. On va avoir des opérations élémentaires sur les séries, on peut les sommer. Ok ? Donc, la somme des AN z puissance n et la somme des BN z puissance n, c'est la somme des AN plus BN fois z puissance n. Ok ? Le produit, c'est la somme des lambda fois n z puissance n, c'est clair. Le produit par un complexe. Bonjour. Alors un truc peut-être un peu moins que vous avez un peu moins l'habitude, enfin duquel vous avez un peu moins l'habitude, c'est le produit de deux séries entières. D'accord ? Le produit de deux séries entières, donc ça on l'avait vu lorsqu'on avait fait le produit de Cauchy de deux séries, tout à fait à la fin du cours sur les séries, je vous rappelle. Le produit de deux séries entières, somme des AN ZN et somme des BN ZN, c'est la série entière, somme des ZN ZN, somme des CN ZN, ok, où le coefficient Cn est donné par la somme de k égale 0 des AK BN-K. Prenez-le comme une définition, je vous avais montré la dernière fois sur l'exemple de produits finis, pourquoi est-ce que c'était la bonne définition, hein, si vous vous souvenez du cours la dernière fois, ça vous parlera. Ok. Alors, le premier résultat important qu'on a vu ensemble, c'est que, on se demande une question importante dans la théorie des séries entières, c'est de se demander où c'est qu'elle est définie cette série. Okay, pour quel z, d'accord, pour quel z, cette série entière est convergente. Vous voyez bien que la convergence dépend de z. Donc, l'ensemble I des réels positifs ou nuls, tel que la série AN R puissance n converge, est un intervalle de R+, contenant 0. Ok ? Et sa borne supérieure, donc je vous rappelle ce que c'est que la borne supérieure, c'est le plus petit des majorants. Définition de la borne supérieure. D'accord ? Donc la borne supérieure est appelée rayon de convergence de la série entière. Ok ? Donc je vous rappelle qu'on avait démontré ça en utilisant le critère de comparaison des séries à termes positifs. Bon, encore une fois, on va vite, hein, je me rends bien compte. Là, on sert de plein de trucs qu'on a vus sur les séries déjà. Bon, c'est comme ça. Alors, un truc important, c'est que l'intervalle I, la nature de l'intervalle I varie en fonction de la série AN. Et il peut prendre tous les types différents. Ok, donc je vous rappelle, c'est un intervalle de R+, qui contient 0. Donc l'intervalle de R+, qui contient 0, il n'y en a pas 36. Hein, il y a soit le singleton 0, d'accord, soit R+, tout entier, donc 0 plus l'infini. Ok, donc pof, je vais prendre mon truc. Je peux pas commenter avec ça, peut-être que si. Semblerait que non, ok, bon, peu importe. Donc vous avez R+, tout entier. Ça peut être un intervalle fermé contenant 0, okay, donc du type 0 ρ. D'accord ? Ici.
ou ça peut être 0, ρ, ouvert en ρ. Ok? Donc là, je vous donne 4 exemples dans lesquels l'intervalle i est de type différent. Donc si je pose an égale n puissance n, d'accord, alors i c'est réduit au singleton 0. Tout simplement parce que pour tout r strictement positif, la série an fois r puissance n diverge grossièrement. C'est clair? Tout simplement parce que la suite n fois r puissance n tend vers plus l'infini. C'est clair pour tout le monde que n fois r puissance n tend vers plus l'infini? C'est clair pour tout le monde. Déjà, c'est pas... Maintenant, je me méfie, quoi. Quel que soit r strictement positif, n fois r à la puissance n tend vers plus l'infini. Les autres dans le chat aussi. Puis l'exercice pour vous. Ouais, The Mighty Cert, je pense que c'est bon pour toi, mais je sais pas à quel point c'est bon pour les autres. Est-ce que vous pouvez me donner l'argument dans le chat? C'est quoi l'argument? Bon, je sais bien qu'on n'est pas en TD, mais enfin, j'aimerais bien faire participer un minimum. Pourquoi est-ce que n fois r puissance n tend vers plus l'infini, quand n tend vers l'infini? Ça peut être bon pour même The Mighty Cert, hein, tu peux donner la réponse. Mais une raison quand même. Une raison pas complètement triviale. Bon, ça vous transporte pas enthousiasme. Alors c'est simplement parce que, quel que soit r strictement positif, j'ai simplement n fois r qui tend vers l'infini. Bon, c'est clair. Ok? Et donc, nr puissance n, c'est plus grand que nr. Dès que n assez grand pour que nr soit strictement plus grand que 1. Hein? Si nr est plus grand que 1, alors nr puissance n est plus grand que nr, et nr tend vers l'infini. Bon, c'est une manière de voir les choses. Hein. C'est pas la seule. On peut aussi passer à l'exponentielle. C'est vraiment du niveau L1 facile, ça. Hein, mais maintenant, je me méfie, hein, parce que je pensais que mon CC, c'est le niveau terminal. J'ai pas été déçu du voyage, quoi. Alors, si an égale 1 sur n factoriel, alors, i c'est égal à r plus tout entier. Ok, tout simplement parce que pour tout r positif, la somme des Rn sur n factoriel, ça vaut exponentielle r. C'est un truc qu'on a déjà vu de nombreuses fois, y compris en proba, pour la poisson. Hein. Et donc, grand R vaut plus l'infini. Bon, j'ai déjà détaillé ces exemples la dernière fois. Hein. Je vais pas... Là, je vous rappelle qu'on sert de la règle d'Alembert pour faire ça. La règle d'Alembert, on va la revoir vendredi, hein, soit ce vendredi, soit mardi prochain, je ne sais plus. Mardi prochain, là, on fait... Il y a TD avec moi, hein, ceux du groupe 1. D'accord? Il a disparu d'ADE, je ne comprends pas très bien pourquoi, mais c'est comme ça. Ah oui, en fait, les deux contrôles continus, hein, du 9 et du 18 décembre, ils sont présentiels, hein, ça va sans dire. Hein. Ok?
J'enverrai une annonce sur Eprel tout à l'heure pour clarifier tout ça. Ok, donc si n égale 1, je vous rappelle que i c'est l'intervalle 0,1 ouvert en 1. Ok, et donc que le rayon de convergence vaut 1. De même, si n vaut 1 sur n au carré, ben, la somme des n r puissance n converge si r appartient à 0,1, ouvert. Je vous rappelle que pour ça, de nouveau, on sert de la règle d'Alembert, et diverge, d'après la règle d'Alembert, si r est strictement plus grand que 1. Et si petit r égale 1, alors ça converge, d'après en tant que série de Riemann. Alors déjà, si vous avez bien compris ces quatre exemples, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est bien. C'est élémentaire, hein. Mais bien comprendre ces 4 exemples, comprendre pourquoi le rayon de convergence c'est ceci, ceci, ceci dans chacun des 4 exemples, bien comprendre pourquoi il est fermé, ouvert, pourquoi les séries convergent, pourquoi elles divergent, pourquoi machin, bien correctement avoir tous les arguments, hein, c'est déjà un gros travail. Enfin, c'est déjà un truc où, si vous les maîtrisez, vous maîtrisez déjà pas trop mal les séries entières. Hein. Donc je vous rappelle, on a détaillé la dernière fois, donc je ne refais pas. Mais je reporte aux notes que j'ai postées sur Eprel sur ce contrôle, sur ce CM. Hein, tout est fait en détail. Donc voilà, prenez ça comme un exercice, sachez démontrer les choses qu'il y a dessus. Et voilà quoi. Alors on peut considérer les séries entières telles que la variable soit complexe. De toute façon, on l'a défini comme ça, hein. Mais lorsque la variable est complexe, on note dr, l'ensemble des z de modules strictement plus petits que r, le disque ouvert de convergence. Okay, c'est une définition. Et on a le théorème suivant. Hein. Donc si on a une série entière de rayons de convergence strictement positifs, R, alors la série somme des n z puissance n converge absolument sur dr. D'accord? Donc je vous rappelle que convergence absolue implique convergence simple. Donc si je converge absolument, la série est elle-même convergente. Hein? Convergence absolue implique convergence simple, c'est un des trucs les plus importants qu'on ait vu ensemble dans le cours sur les séries. Bon, c'est évidemment valable pour les séries entières. Si pour un certain z je converge absolument, alors ma série converge simplement. Alors un truc qu'on avait vu ensemble, hein, c'est qu'on peut déjà avoir une minoration sur le rayon de convergence en trouvant un ρ tel que la suite an fois ρ puissance n soit bornée. Ok? Donc plus précisément, s'il existe un ρ strictement positif tel que la suite an fois ρ puissance n soit bornée, alors attention, hein, ce qui est important là, c'est le mot borné. Donc on a vu pour les intégrales, et on verra pour les séries, que l'étude de la convergence d'une intégrale ou d'une série, c'est quelque chose de quand même assez fin. Il faut quand même donner des bons équivalents, il faut faire éventuellement le développement limité, d'accord, il y a tout un arsenal de techniques, tout un ensemble de techniques issues de l'analyse qui sont assez fines et qu'il faut combiner pour déterminer une convergence ou une divergence d'intégrale. Hein, donc c'est vraiment un truc qui peut être fin. Okay, là, on vous donne un critère simple. Okay, donc il vaut le coup d'être retenu, ça vaut le coup que vous le reteniez si vous voulez. Hein. C'est un critère simple qui vous dit que si la suite AN, si vous arrivez à trouver un ρ strictement positif, tel que la suite AN ρ puissance n soit juste bornée, c'est quand même assez facile de vérifier qu'une suite est bornée si vous voulez, hein, alors, pour tout z de module strictement plus petit que ρ,
la série somme des AN z puissance n converge absolument. Okay, donc les séries entières, c'est quelque chose qui peut vous paraître un peu effrayant, c'est quelque chose en fait d'assez simple. C'est des types de séries fonctionnelles très simples. On a des critères comme ça, très, très agréables et très naturels, pour déterminer le rayon de convergence de votre série. Ok. Donc là, typiquement, on peut l'appliquer à la série exponentielle, si on veut. Bon, la série exponentielle, on a déjà vu que ça convergeait après la règle de d'Alembert, je vous rappelle. Mais, exemple, AN, si AN égale 1 sur n factoriel, d'accord, AN égale 1 sur n factoriel, ben j'ai que, quel que soit R strictement positif, j'ai que la suite R puissance n sur n factoriel est bornée. Hein, en effet, R puissance n sur n factoriel tend vers 0. C'est clair pour tout le monde? Bon là, comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a plusieurs écoles. Hein, est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? C'est un peu, c'est pas forcément évident. Hein, pourquoi est-ce que c'est vrai ça? C'est clair pour tout le monde? Je pense que non. Pourquoi est-ce que R puissance n sur n factoriel tend vers 0? Bah, c'est parti, les petits machins d'analyse, hein. Là, faut vous y remettre. Hein. Ouais, je m'en doute d'ailleurs. R puissance n sur n factoriel. Bon, il y a plusieurs méthodes. Allez, on va faire pour le fun. Stirling, c'est vraiment prendre un marteau pour écraser une mouche. Stirling, c'est beaucoup plus puissant que ça. Hein. Mais Stirling, par exemple, ça marche. De manière générale, quand vous voyez un factoriel, vous pouvez penser à Stirling. C'est jamais une mauvaise idée. Donc R puissance n sur n factoriel, ça nous dit que R puissance n sur n factoriel, je vous rappelle que les équivalences, ça se divise. Donc c'est R puissance n sur 2pi n sur e à la puissance n. D'accord? Les équivalences, ça se divise. D'accord? Donc ça, c'est égal à RE sur n à la puissance n fois 1 sur racine de 2pi n. Ok? Et RE sur n à la puissance divisé par n tend vers 0. Ok? Donc pour n assez grand, RE sur n appartient à l'intervalle ouvert 0,1. Donc RE sur n puissance n est inférieur ou égal à RE sur n. D'accord? Supérieur ou égal à 0. Donc, par le théorème des gendarmes, RE sur n à la puissance n tend vers 0. Et donc RE sur n à la puissance n tend vers 0, 1 sur racine de pi n tend vers 0. Hein. Donc on a le produit de suite qui tend vers 0, donc R puissance n sur n factoriel tend vers 0, par exemple. Ouais, bon, c'est un exemple, hein. Il n'y a pas dans Stirling pour faire ça, hein. Mais au moins on sert un truc qu'on a vu ensemble. Une autre manière de faire,
c'est de passer par l'exponentielle. Hein? D'accord? Donc r puissance n sur n factoriel, c'est quoi? C'est log de l'exponentielle ou l'exponentielle du log? Exponentielle de log de r puissance n sur n factoriel. Ok? Donc log de a sur b, c'est log de a moins log de b. Donc c'est exponentielle de log de r puissance n moins log de n factoriel. Ok? Log de r puissance n, c'est n fois log de r. D'accord? Et n factoriel, bah c'est n fois n-1 fois n-2 fois n-3, etc. Donc c'est moins qu'est-ce que j'ai là comme problème? Ah ouais, mais c'est pas évident là. Pas complètement évident là, somme des logs. De k. Bon, donc du coup, il faut donner un équivalent de la somme des logs de k. Il faut au moins minorer. Il faut au moins majorer la somme des logs de k. Bon. Majorer la somme des logs de k. Bon, faut faire une comparaison de série intégrale là. Hein. Bon, allez, comparaison de série intégrale, ça fait une petite révision. Quel que soit k qui appartient à un n, je crois que c'est plus facile que ça en faisant comme ça. Bon, bref. On a que log de k inférieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 de log de u du. Par croissance du log. Je vous rappelle, on s'est déjà servi de 6 bases d'arguments pour démontrer le théorème de comparaison entre série et intégrale. Un des gros théorèmes de comparaison entre série et intégrale. Okay. Donc, par sommation, somme de k égale 1 à n de log de k, c'est plus petit que la somme de k égale 1 à n l'intégrale de k à k plus 1 de log de u du. Ok. Ça, par Châle, c'est égal à la somme c'est égal à l'intégrale de 1 à n plus 1 de log de u du. Ok. Bon, c'est un peu astucieux hein, ce machin-là quand même, je me rends compte. Je crois que c'est plus facile que ça. Bon, ouais, probablement moyen de faire plus facile. Bon, ceci, ça c'est bien, ça me fait une petite révision. Est-ce que celle-ci est claire pour tout le monde là, dans le chat? Bon, je vais la détailler. La fonction log, elle est croissante. C'est un truc qu'on a déjà fait ensemble. Hein. Là, je suis en K. Là, je suis en K plus 1.
j'aurais peut-être pu y égale log de x. Donc, ce que je dis, c'est que l'air ici, okay, l'air en mauve, ça c'est l'air en mauve, j'intègre le log, enfin disons, je multiplie, donc l'air du rectangle mauve, c'est log de k, base fois hauteur. La hauteur c'est log de k, la base c'est 1. Ok? Ok? L'air mauve est certainement plus petite que l'air verte. L'air verte, c'est l'intégrale entre k et k plus 1. Du log. Donc le log de k est plus petit que l'intégrale de k à k plus 1 du log de u. Ça va, ça? C'est un truc important à avoir compris, ça on l'a déjà vu. Hein. Donc c'est pour ça que je vais être un petit peu vite là-dessus, mais on l'a déjà vu. Le critère de comparaison somme intégrale. Merci The Matissert. Les autres. Donc du coup, quand je somme entre 1 et n, cette relation, celle-là elle vaut pour tout k dans 1n, donc je somme entre 1 et n, cette relation, ça me fait la somme de log de k. Merci Tanina. La somme des logs de k est plus petite que la somme de k égale 1 à n des intégrales. Il se trouve que la somme de k égale 1 à n des intégrales, par relation de Chasles, c'est juste l'intégrale de 1 à n plus 1. Et ça tombe bien, parce qu'on s'est intégré. Log de u, la primitive, c'est u log de u moins u. Ça, vous connaissez tous. C'est partie des grands classiques de terminal. Or, intégrale de 1 à n plus 1 de log de u du, c'est égal à u log de u moins u pris entre 1 et n plus 1. Vous vous souvenez comment on fait, hein, on intègre par partie, on l'a refait vendredi. Hein. D'accord, on intègre 1 fois log de u et par partie. Bon, et ça nous fait quoi? Ça nous fait n plus 1 log de n plus 1 moins n plus 1 moins 0 plus 1. Ok, ça nous fait n plus 1 log de n plus 1 moins n. Ok. Donc, somme de k égale 1 à n de log de k est certainement inférieur ou égal à n plus 1 fois log de n plus 1 moins n. Ok. Donc r puissance n sur n factoriel ah, une minoration. Je joue une minoration. Oh là là. Bête, que j'ai une majoration du moins. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Bon, c'est correct ce qu'on a fait, hein. Mais on voulait une minoration. Ouais. Bon bah du coup, damned. Donc j'attaille moins, hein. Vous voyez bien que on a, quel que soit k, bon, excusez-moi,
qui appartient à un n, j'ai que log de k. Bah, là, tu vois bien, Dai, là, j'ai exponentielle de moins quelque chose. Si je veux majorer ça, je vais montrer que c'est borné. Hein. En particulier, je vais montrer que ça tend vers 0. Si je veux majorer ça, il faut que je minore la somme des logs de k, quoi. Hein, parce qu'il y a un moins devant. Bon, là, en l'occurrence, c'est la même salade. Donc, qu'elle soit k qui appartient à 2n, de toute façon, log de k, enfin, quand k égale 1, ça vaut 0. Donc, log de 2n, j'ai que log de k plus grand que l'intégrale de k-1 à k de log de u du. C'est exactement la même salade. Hein. Ici, le log de k plus 1, il est là. Hein, donc l'air ici, je sais pas, rose, est plus grande que l'air verte. Hein, l'air rose. L'air verte. Ok. Bon, et voilà quoi. Bon, puis ça marche pareil. Hein. Ensuite, relation de Chasles. Intégration. Somme de k égale 2 à n des log de k est plus grand que l'intégrale de 1 à n de log de u du qui vaut n log de n moins n, bon, et en 1, bon, plus 1. Donc, peu importe le plus 1, on s'en fout. Ok, donc, moins la somme de k égale 2 à n de log de k, c'est certainement inférieur à moins n log de n plus n moins 1. Ok, donc, Rn sur n factoriel, ça fait égal à l'exponentielle de R log n, moins n log n, plus n, plus 1. Bon, ensuite, on a que n plus r log n moins n log n tend vers moins l'infini. Bon, comment est-ce qu'on peut voir ça? On peut dire par exemple que car c'est égal à n facteur de 1 moins 1 demi de log n plus r moins n sur 2 fois log de n, par exemple. Bon. Et donc ça tend vers moins l'infini. Ok. Donc n fois un truc qui tend vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. R moins n sur 2, ça tend vers moins l'infini. Et donc un truc qui tend vers moins l'infini fois log n, ça tend vers moins l'infini. Donc on a la somme de deux trucs qui tendent vers moins l'infini. Ok. Donc, R puissance n sur n factoriel est supérieur ou égal à 0.
est supérieur ou égal à, et inférieur ou égal à exponentielle de moins truc, hein, exponentielle de Vn ou Vn tend vers moins l'infini, et on conclut par le théorème des gendarmes. Bon, en fait, je suis un peu surpris que ce soit aussi tricky, là. Je ne pourrais pas avoir un truc aussi pénible. Ouais, le marteau, effectivement, va un peu plus vite, là. Je suis d'accord. Je pensais pas que montrer que Rn sur R puissance n sur n factoriel soit aussi dur, en fait. Non, en vrai, c'est un vrai exercice, quoi. D'abord de la comparaison intégrale, et après, ouais non, je suis d'accord, Dai, c'est plus facile avec Stirling en l'occurrence. Hein. Bon, je sais pas, moi ça m'est toujours paru évident en fait, mais bon, et donc du coup, comme R puissance n sur n factoriel est bornée, de temps vers 0, elle est bornée. Hein, donc, comme R puissance n bon, ça j'espère que tout le monde le sait. Ok. Mais votre camarade Dai a raison, hein. C'est vrai que là, Stirling, c'est juste plus rapide. Hein. Je suis un peu surpris. Bon, mais en vrai, de toute façon, on n'avait pas besoin de tout ça hein, pour montrer que la série exponentielle est convergente. Hein. Je vous rappelle que c'est une application directe de la règle d'Alembert. Hein. Si vous ne savez pas encore ce que c'est que la règle d'Alembert, il faut vous y mettre. Bon, on le verra en TD peut-être dès ce vendredi. Ouais, effectivement. Peut-être qu'on le reverra en TD ce vendredi. Si ce n'est ce vendredi, ça sera le mardi prochain. Ok. Bon, et si AN z puissance n et AN z puissance n divergent grossièrement, est-ce que j'ai mis z? Non, c'est z strictement plus grand que ρ là. J'ai un typo. C'est R là, c'est R là évidemment. Ok. Pareil, on a vu la démonstration de ce truc là la dernière fois. On va pas tout refaire. Alors, une règle importante, qui est un peu l'équivalent, enfin qui est un peu la conséquence naturelle de la règle d'Alembert. Elle vous y fait un petit peu penser, hein, de toute façon. Si on prend une série entière qui soit non nulle à partir d'un certain rang, ce qui va être le cas de toutes les séries entières qu'on va voir ensemble, essentiellement. Hein. Alors, si vous arrivez à trouver une limite à la suite an plus 1 sur an, d'accord? Alors cette limite peut être infinie ou nulle. Ça marche aussi. Ok? Alors, le rayon de convergence vaut 1 sur L. Avec les conventions, alors les conventions ça marche, on les pose dans ce cas-là, hein, ne me faites pas dire que je divise par 0. Hein. J'utilise la convention, que 1 sur 0, ici ça vaut plus l'infini, et 1 sur l'infini ça vaut 0. Je suis pas en train de diviser 1 par 0. Je suis en train de dire que si R vaut 0, que si L, la limite vaut 0, alors le rayon de convergence vaut plus l'infini. Hein? Attention, hein, c'est parfaitement rigoureux ce que je dis là. Hein. C'est juste une convention. Alors, donc cette chose-là, on avait vu la dernière fois que c'est une conséquence facile de la règle d'Alembert. Hein. On l'avait démontré. J'encourage à bien revoir vos preuves. Disons-le. Bon, de manière générale, hein, je pense que maintenant vous êtes en L2. Vous avez quand même doucement compris des choses hein, sur comment apprendre un cours, hein, j'imagine, j'espère. Un cours, ça se comprend, au moins le mien, hein, ça se comprend beaucoup en relisant le cours, énormément. Alors peut-être c'est un peu moins vrai sur le cours pour les probas, parce que les probas, je faisais quelques exemples, mais peut-être pas tant que ça.
pour le cours sur les séries pour les séries, les intégrales et les séries entières, il y a énormément d'exemples. Si vous prenez soigneusement ce cours, hein, vous voyez que partout, il y a des exemples, des machins, des trucs pas forcément évidents. Hein. Et je vous encourage très fortement à les bosser. Peut-être plus que le TD. Reprenez chaque exemple, posez-vous la question, pourquoi, comment ça marche, où est le truc. Bon, j'ai déjà fait 1000 fois le speech, hein, mais c'est la seule manière d'arriver à faire des maths. Hein. Et malheureusement, il se trouve que l'UPEC vous demande de savoir faire des maths pour valider votre diplôme. C'est pas spécialement moi qui l'ai choisi. Hein. Moi, j'ai horreur d'imposer aux gens de faire des maths quand ils n'ont pas envie. Mais il se trouve que c'est comme ça. Je suis payé pour le faire, donc je le fais. Hein. Mais voilà, la manière dont on fait des maths, enfin dont on voit ce cours-là en particulier, hein, c'est vrai pour la plupart des cours, mais ces cours-là sont essentiellement riches en exemples. C'est un ensemble de techniques à acquérir, si vous voulez. Ok. Donc on avait vu les relations de comparaison. Donc si on prend deux séries entières, de rayons de convergence RA et RB, ok. Donc ça c'est un peu des conséquences des relations de comparaison pour les suites numériques qu'on a vu ensemble. Donc si la valeur absolue de AN est inférieure à la valeur absolue de BN à partir d'un certain rang, alors le rayon de convergence de la série A, la série somme des AN z puissance n, est supérieur ou égal au rayon de convergence de la série somme des BN z puissance n. D'accord? Donc, je crois qu'on a encore démontré la dernière fois ce théorème. Bon, je pense que oui. Donc de même, si les listes alpha dans R telles que AN soit bornées par... donc le grand O, hein, je vous rappelle, on dit que AN est un grand O de quelque chose si AN divisé par le grand O est borné. Okay. Donc si AN est un grand O de n puissance alpha fois Bn, alors RA est supérieur ou égal à RB. D'accord? Encore une fois, sur la relation de comparaison, on s'en sert beaucoup pour trouver des relations, pour trouver des séries entières qu'on peut comparer à des séries entières connues. D'où l'intérêt de connaître vos séries entières connues. Séries entières géométriques et exponentielles, hein, essentiellement. C'est les deux séries entières de base. Et si les listes alpha dans R telles que AN soit équivalent à n puissance alpha Bn, hein, alors RA égale RB. C'est puissant ce résultat, c'est pas du tout intuitif. Hein, ça vous dit que si typiquement, si j'applique ça avec Bn qui vaut 1, Bn qui vaut 1 et alpha qui vaut 0, et que si AN tend vers 1, hein, ou même... bon, bref, je suis en train de m'embrouiller un peu là. Bref. Alors, donc dans la pratique, comment fait-on pour déterminer des rayons de convergence de séries entières? Alors n-1 sur n puissance n au carré. Quel rayon de la série entière? n-1 sur n puissance n au carré. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une piste? Donc déjà, évidemment, hein, dès lors qu'on voit une puissance bizarre, hein, je vous rappelle, c'est une chose que moi je vous ai déjà dit l'an dernier, hein.
n-1 sur n sur n au carré, dès qu'on voit une puissance bizarre, on passe à l'exponentielle. Bon, bah, c'est ceux d'entre vous qui est avec moi. Hein. Donc c'est l'exponentielle de n au carré fois log de 1 moins 1 sur n. Ok? Le log de 1 moins 1 sur n, si vous ne vous souvenez plus de comment le développer, il est grand temps. Hein, c'est égal à l'exponentielle de n au carré fois moins 1 sur n plus petit o de 1 sur n. Ok? Donc c'est égal à l'exponentielle de moins n plus petit o de n. D'accord? Donc, peut-être à l'heure d'après, hein, je me demande dans le log. Alors. Est-ce qu'il faut aller dans l'ordre d'après dans le log? On va voir comment ça fonctionne ce truc. Elles sont pas forcément évidentes, hein. Ces petits exos là, je les prends exprès de manière un peu difficile, histoire que quand vous les repreniez, ça vous parle. Ouais, donc faut développer à l'ordre d'après, effectivement. Donc ça fait quoi? Ça fait donc le log de 1 moins x, c'est moins x plus x au carré sur 2. D'accord? Il faut encore développer à l'ordre après. En fait, ça faut exponentielle de moins n fois exponentielle de 1 demi, donc plus 1 demi. Okay, donc c'est équivalent à exponentielle de moins n fois exponentielle de 1 demi. D'accord? Donc, on sert de quel résultat là, de votre du cours? C'est ça, donc n plus 1 sur n. Bah oui, on sert du classique. Hein. Donc n plus 1 sur n est équivalent à exponentielle de moins n plus 1 plus 1 demi. C'est équivalent à exponentielle de moins n plus 1 plus 1 demi fois exponentielle de n moins 1 demi. Okay, ce qui est équivalent à exponentielle moins 1. Okay, donc le rayon de convergence, donc n plus 1 tend vers 1 sur E, donc grand R égale E. Si n plus 1 sur n tend vers un truc, le rayon de convergence c'est 1 sur le truc. Ça va? Oui? Bon, ça c'est du cours que j'espère que vous aviez un petit peu vu pour aujourd'hui. Hein. Alors, n factoriel sur 2 puissance 2n fois racine de 2n factoriel. Bon, encore une fois, hein, c'est un peu des exercices... Quand je donne mes exemples, là, c'est exprès qu'ils sont un tout petit peu durs. Je le fais exprès. C'est simplement que c'est des exemples que j'ai envie que, quand vous repreniez votre cours, c'est des choses sur lesquelles vous passez un peu de temps. Que ça vous force à passer un peu de temps sur votre cours, si vous voulez. Hein. Donc de nouveau, on fait n plus 1 sur n, hein, c'est plus simple. Là, on peut aussi faire Stirling, hein, pour ceux qui veulent. Mais n plus 1 sur n, je pense que ça va marcher. On a
n plus 1 sur n, donc c'était quoi? C'était 2 fois n plus 1 factoriel sur 2 puissance 2 n plus 1 fois racine de quoi? Fois racine de 2n factoriel. 2n plus 1. Donc c'est n factoriel sur 2n factoriel. Okay. C'est n plus 1 factoriel. Ok. Alors évidemment, on fait de l'analyse. Donc il faut être à l'aise en analyse, hein, les enfants. Hein. Il va falloir reprendre vos limites, vos machins, vos trucs. Alors je sais bien qu'on va vite. Dites-vous bien que malheureusement, j'y peux pas forcément grand-chose. Hein. Donc x2 puissance 2n. C'est n factoriel à la racine sur n factoriel. D'accord? J'écris à n plus 1 sur n. C'est souvent un bon point de départ pour trouver un rayon de convergence. Okay, donc, 2 puissance 2n et 2 puissance 2n plus 1, ça simplifie. Il me reste 1 sur 2 puissance 2, c'est-à-dire 1 quart. Ok, n plus 1 factoriel sur n factoriel, il me reste n plus 1. Tout a le bon goût de se simplifier. Et racine de 2n factoriel sur racine de 2n plus 1 factoriel, bah, ça me fait racine de 2n factoriel divisé par 2n plus 2 fois 2n plus 1 fois 2n factoriel. Ok, donc c'est égal à 1 quart, n plus 1, donc là il y a les simplifications, divisé par 2n plus 2 fois 2n plus 1. Or, n plus 1 carré là-haut, n plus 1 carré divisé par 2n plus 2 fois 2n plus 1, ça tend vers 1 quart. Quand n tend à plus l'infini. C'est clair pour tout le monde ça? J'espère que oui. Bon maintenant, moi, je doute de tout, hein, je vous le cache pas. Hein. J'ai très peur que ce soit pas clair du tout pour 70% d'entre vous, ça. Hein. Donc, bon, là je peux pas y faire grand chose. Là malheureusement, on n'est plus, je sais pas, j'ai pas signé pour être prof de terminale, quoi. Hein. Donc, si ça c'est pas clair pour vous, faites des suites, quoi, faites travailler, quoi. Je peux pas. Il y a un travail que je peux pas faire pour vous. À un moment donné, soit vous le faites, soit vous le faites pas. L'expérience du CC me prouve que vous le faites pas forcément. Si c'est pas évident pour vous que ce machin attende vers 1 quart, je pense que ça l'est pas pour la plupart d'entre vous, à la louche 70%, il y a un vrai travail à faire. Vous avez peut-être une... C'est possible que vous décrochiez mon module, mais c'est douteux. On va le dire comme ça, c'est pas très sympa, mais à un moment donné, on va dire les choses, quoi. Hein. Ok. Et donc, du coup, faut bosser maintenant. Vous regardez pas Netflix ce soir, vous faites des maths, quoi. C'est votre seule porte de sortie. C'est possible, hein. C'est largement à votre portée, mais faut s'y mettre. C'est ça, Floc. Exactement. Je dis pas que cette limite est dure, hein. Je dis que je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous pour lesquels elle n'est pas claire. Et que si elle n'est pas claire, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'inquiéter. Ça veut dire que c'est pas déterministe, hein, vous pouvez largement y arriver, hein, mais ça veut dire qu'il faut vraiment s'y mettre très vite.
Donc ça tend vers 1 quart fois racine de 1 quart fois 1,5, qui vaut 1 sur 8. D'accord? Donc AN plus 1 sur AN tend vers 1 huitième. Donc la grande convergence vaut 8. Hein, la règle machin, là, elle est quand même très pratique. Bon, elle est pas toujours, elle marche malheureusement pas toujours. Hein. On n'a pas toujours AN plus 1 sur AN qui tend vers un truc. Mais quand AN plus 1 sur AN tend vers un truc, et c'est souvent le cas quand on a des factoriels, hein, ou ce genre de choses, bah ça marche bien. On est content. Ok? Non, N plus 1 sur N tend vers 8. Daï, je crois. Je me suis trompé? Je crois pas. Tu dis que je me suis trompé, Daï? Moi, je crois pas. De ce que j'en vois, je pense que je suis bon, là. Alors évidemment, je jurerai jamais que je me sois pas trompé, mais j'ai pas l'impression de m'être trompé, là. Bon, je sais pas, Daï, je pense pas. Après, en général, quand l'étudiant je me dis que je me suis trompé, souvent c'est quand même le cas. J'ai utilisé ça, là. La détermination de la convergence. Oui, je crois aussi, Danina, hein, je crois que c'est bon aussi. J'ai utilisé ce théorème-là. Hein, que j'ai utilisé pour l'exemple d'avant aussi. Cet exemple, c'est vraiment l'exemple auquel il faut penser par défaut pour déterminer un rayon de convergence. Bah, n plus 1 sur an, c'est égal à ça. 1 quart fois racine de n plus 1 carré sur 2n plus 1 de n plus 2. T'es d'accord, Naï? Le truc en vert là que j'ai écrit, que j'ai encadré? Or, n plus 1 carré sur 2n plus 2 de n plus 1 tend vers 1 quart. Je prends la racine de 1 quart, ça fait 1,5. Bon, j'obtiens 1 quart fois 1,5, j'obtiens 1 huitième. Donc la grande convergence vaut l'inverse, ça fait 8. C'est bon? Non, ça pas être désolé, Daï, si t'es perdu, il y a beaucoup d'autres qui sont perdus. Donc, non, c'est au contraire bien que vous me disiez, quoi. Hein. Moi, j'ai pas envie de vous massacrer, là. Hein. Le but, c'est que vous suiviez, ceux qui sont là. Non, encore une fois, mon but, c'est pas de vous saquer, quoi. Mon but, c'est de faire en sorte que vous sachiez faire un minimum de maths, quoi. On n'est pas au lycée, hein. Enfin, le but de vos profs de lycée, c'est pas non plus de vous saquer, mais je veux dire, vos profs de lycée ils présupposent pas que vous êtes là parce que les choses vous intéressent, vous aussi, a priori. Sinon il faut y autre chose. Ok. Donc alors, c'est quoi l'autre? Donc c'est n, c'est somme de k égale 1 à n, d1 sur k puissance alpha, à l'inverse. De nouveau, celui-ci n'est pas évident du tout. Hein. Rassurez-vous, on verra en TD plein d'autres exemples beaucoup plus faciles que ça. Simplement,
qui peut plus, peut le moins. Donc si vous maîtrisez bien ces exemples, le TD vous paraîtra très facile. D'accord? Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? On a an plus 1 sur an. Donc an plus 1, donc je vais poser Sn. C'est la somme de k égale 1 à n. Donc vous reconnaissez évidemment une série de Riemann. Hein. Ça, c'est évidemment à connaître sur le bout des doigts, les séries de Riemann. Bon, ça, encore une fois, si vous avez un doute sur les séries de Riemann, bon, je sais pas quoi vous dire. Bon. Ça se passe dans les commentaires si vous avez un doute là-dessus. Faut que vous... J'ai répété environ 20 fois. Bon, je vous rappelle, hein, évidemment, ce truc-là est convergent. C'est le prototype de la série convergente. Converge si et seulement si alpha strictement plus grand que 1. Bon. Encore une fois, hein, on ne parle pas de trucs... Voilà, l'exemple du support du D où j'ai posé la question à ma tante prof de littérature, on parle pas d'un niveau bac plus 2, quoi, on parle d'un niveau, je sais pas. Bref. Alors donc on a an plus 1 sur an, c'est Sn plus 1 sur Sn, ok? Qu'est-ce que ça fait ça? Ça vaut Sn plus 1 sur n plus 1 à la puissance alpha divisé par Sn. Ok? C'est le truc. Bon, donc du coup, ça fait 1 plus 1 sur n plus 1 à la puissance alpha fois Sn. Ok? Vous savez que j'ai la puissance moins 1 d'AI, je comprends pas. Ah oui, si je veux écrire directement... Ah oui, oula, je me suis trompé. Oui, merci, merci. Donc c'est le tout puissance moins 1. Oui, oui, merci. Ouais, bien sûr. Bon, alors là, faut bien se souvenir de ces histoires de série de Riemann convergente ou pas. Hein. Donc, on a une dichotomie. Donc, si alpha est strictement supérieur à 1, on a que Sn converge vers un truc. Ok? Sn converge vers quelque chose. Bon, on ne sait pas trop quoi, hein, je vous rappelle. Si alpha égale 2, ça fait pi carré sur 6. Si alpha égale 4, ça vaut pi puissance 4 fois un truc. Et si alpha... Bon, bref. Vous vous souvenez de mon topo sur les séries Riemann. Hein. On a que Sn converge, donc n plus 1 puissance alpha fois Sn tend vers plus l'infini. Donc, an plus 1 sur an tend vers 1. Alors je vous rappelle, hein, dans le cas où, pour appliquer la règle de d'Alembert, on ne pouvait pas conclure quand un plus 1 sur un tend vers 1. Pour la convergence de la série. Mais là, c'est pas ce qu'on nous demande. Nous, ce qu'on demande, c'est le rayon de convergence. Donc ici, an plus 1 sur an, ça tend vers 1. Okay, parce que c'est 1 plus un truc qui tend vers 0. Moins 1. Bon, ça tend vers 1. Donc n plus 1 sur n tend vers 1. Et donc, R égale 1. Oups.
Ok. De même, si alpha est inférieur ou égal à 1, on a que Sn tend vers plus l'infini. Voilà, faut comparer. Ah oui. Donc on a deux cas. Bon, déjà, Sn tend vers plus l'infini. Alors maintenant, on a deux cas. Soit alpha appartient à 0,1, fermé. Et donc n plus 1 puissance alpha fois Sn, bah, c'est l'infini, ça tend vers plus l'infini. Ça tend vers plus l'infini. Donc ça tend vers plus l'infini. Donc an plus 1 sur n tend vers 1. Donc ici encore. Commentaire égal 1. Bon, j'insiste, hein, ça fait disque rayé, mais là, c'est aussi une bonne occasion de revoir les trucs sur les séries de Riemann. Hein, donc cet exemple est assez riche. Et le dernier sous-cas à regarder, c'est si alpha strictement négatif. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors Sn, c'est supérieur ou égal à n sur une puissance alpha. Mais bon. Si alpha est strictement négatif, Sn est supérieur ou égal à n sur n plus 1 Oui, donc on a une somme de puissance positive en fait. Oui, donc c'est n fois n plus 1 puissance alpha, ok. Et donc, n plus 1 puissance alpha fois Sn, supérieur ou égal à n. Donc, n plus 1 puissance alpha fois Sn, à plus l'infini. Ok, donc il faut vraiment faire tous les cas. Donc celle-ci, réfléchissez un petit peu, hein. Exercice si vous voulez. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez me demander. Bon, c'est facile, faites ce qui se passe pour alpha égale moins 1. Hein. Vous faites 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, machin. Donc, c'est plus grand que n fois le dernier, la puissance alpha. Et donc, ici aussi, R égale 1. Ok? Alors, l'exemple 4 et 5, il vous montre des cas où quoi, où on n'a pas une expression explicite pour AN plus pour AN, et où malgré tout, on peut donner le rayon de convergence. Donc si on prend AN, le nombre de diviseurs de N, bon alors là, c'est très facile en fait, hein, c'est un peu un exercice qui fait peur, mais en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que 1 AN, c'est inférieur ou égal à N, et c'est plus grand que 1. Ok?
Donc, le rayon de convergence de AN, d'après les... Donc AN, est un grand taux de N, ok? Et donc, grand R est supérieur ou égal au grand R au grand R de Bn, où Bn vaut tout le temps N. Mais c'est clair que le rayon de convergence de somme des n z puissance n vaut 1. Simplement parce que n plus 1 sur n, car n plus 1 sur n tend vers 1. Ok? Donc, R de AN supérieur ou égal à 1. Ok? D'autre part, 1 inférieur ou égal à n, donc, le rayon de convergence de Cn est supérieur ou égal au rayon de convergence de la série entière associée à n, où Cn égale 1 tout le temps. Or, le rayon de convergence de Cn de la somme des z puissance n, ça vaut 1. Le rayon de convergence de la série géométrique, c'est 1. Hein, bon, on peut le voir avec la règle d'Alembert si on veut. On peut aussi le voir par l'expression G, l'expression... Ok, Taïna, je finis juste ça. Donc, 1 supérieur ou égal à R de AN, d'où R de AN égale 1. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi R supérieur ou égal à R de Bn? Simplement parce que j'ai AN qui est un grand taux de N. AN, c'est plus petit que N. Donc c'est dominé par N. AN sur N est borné. C'est plus petit que 1. Ça va, Tanina? Après quoi, je me sers de mon théorème. Là, je suis en train de me servir de mon théorème, effectivement. Hein. Ça va peut-être le goût que je le dise. Qui me dit que si AN est un grand taux de Bn, alors R de A est supérieur ou égal à R de B. Bon, je sais pas si c'est logique, mais en tout cas, c'est un résultat. C'est le résultat de votre cours. Il faut connaître. Attention, hein, autant en proba... Non, Daï. Attends. Le problème, c'est que la suite AN plus 1 sur N n'a pas de limite. A priori. Le nombre de diviseurs de N, on ne sait pas comment ça se comporte, quoi. Comment tu veux faire un théorème des gendarmes? N plus 1 sur 1, ça tend vers rien du tout, Daï. Tu vas bien. T'as un problème. Pour avoir un gendarme, il faut les gendarmes qui tendent vers la même limite, à gauche et à droite. Hein, c'est pas le cas, là. Justement, c'est un exemple dans lequel cette règle-là ne s'applique pas. Bon, c'est un peu artificiel, hein. Comment tu majores N plus 1 sur N par N plus 1 sur N? Daï? T'es en train de me dire que 1 inférieur ou égal à N inférieur ou égal à N et 1 inférieur ou égal à N plus 1 inférieur ou égal à N plus 1, comment tu passes à N plus 1 sur N compris entre des trucs? Ça me donne... Faut que j'inverse quand je divise. Donc 1 sur N plus 1 inférieur ou égal à N plus 1 inférieur ou égal à 1. Donc quand je multiplie ces deux inégalités,
Ça me donne, à gauche, 1 fois 1 sur n plus 1. Oula. Inférieur ou égal à an sur n plus 1. Inférieur ou égal à n, c'est tout ce que ça me donne, hein. Je pense pas que je puisse avoir plus, Daï. Non? Gaffe, hein. On peut pas conclure. Ouais, il n'y a pas de limite, a priori. C'est partie des cas qui sont pas couverts par la règle magique. Hein, alors rassurez-vous quand même, 90% des cas, dans ce qu'on fera ensemble, la règle magique permet de conclure. Mais c'est pas toujours le cas. Ok? Bon, alors pareil, si je pose AN, la énième décimale de pi, alors je sais pas où ça en est le calcul des décimales de pi, je sais plus. Je pense que la dernière fois que j'ai vu un résultat là-dessus, c'était un japonais. Qui était arrivé avec un ordi très puissant, il me semble à 3 milliardième décimale de pi, un truc comme ça. Je sais plus, il faut vérifier sur Wikipédia. Hein. Bon, je me souviens plus. En gros, les décimales de pi, on va très très loin aujourd'hui. 3 milliardièmes, ça m'a l'air... Non, il y en a beaucoup plus que ça, Yanis. Non. Beaucoup plus... Ah, sur Wikipédia, il y en a 83 431. Mais il y a des gens qui l'ont calculé de manière exacte jusqu'à plus de 3 milliards. Ça, 3 milliards, je suis sûr. Après, plus, j'en connais pas. Ceux d'entre vous qui n'ont pas la découverte, hein, il y a, dans la grande salle des maths, il y a les n décimales de... Il y a peut-être 1000 qui sont imprimés, je crois. Hein. Peut-être ça vous dit un truc. D'ailleurs, ça me rappelle 31 trillions de décimales. Ah oui, je suis loin de mes 3 milliards, moi. Donc un trillion, c'est quoi? C'est 1000 milliards. Donc, ouais, ok. Donc ça mes connaissances datent sur le truc. Ouais, pas la découverte, ceux d'entre vous qui ont été. 31 trillions quand même. Google en 2019, ok. Bon, on apprend tous les jours. Donc pi, en gros, ça fait partie des nombres irrationnels. Hein, donc bon, bah, ça a une infinité de décimales. Qui sont pas périodiques. Okay, d'ailleurs, il y a des gens qui ont réfléchi à s'envoyer des codes, hein, des systèmes de cryptage, basés sur... Non, j'en ai beaucoup plus que ça, Matisse Hurt, hein, c'était quand même début des années 2000, je crois. Il y a des gens d'ailleurs qui ont s'amusé à réfléchir à des systèmes de cryptage basés sur donner des nombres qui sont compris entre la, je sais pas, 80 milliardième décimale de pi et la 85 millième de... C'est qui ça, Ivao? Il a calculé combien de décimales, lui? Bon, je sais pas. Bref, c'est assez rigolo. Il y a aussi un... 31 trillions, ok. Il y a aussi un type qui s'est... alors ça, c'est un truc que j'avais vu dans le Théorème du perroquet, si vous avez envie de lire un roman rigolo sur les maths. Je sais pas, un matheux, je me souviens plus vraiment de son nom, il n'est pas très connu. Un matheux hollandais au XVIIIe siècle, qui avait passé 30 ans de sa vie à calculer, je crois, les décimales du nombre E entre la 60e et la 140e, un truc comme ça. Parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de machine à calculer. Donc calculer les trucs, ça fallait faire à la main. Alors on faisait avec des séries, hein, essentiellement. Et donc du coup, le type s'était amusé. Je ne devais pas être E, c'est parce que E c'est trop facile. Ça devait être pi. C'est probablement pi en fait. Il a calculé les décimales du nombre pi de la 60e à la 120e, un truc comme ça. Il y a passé 30 ans de sa vie. Et on s'est rendu compte, 20 ans après sa mort, qu'il avait fait une erreur à la 66e décimale, un truc comme ça, et que donc les 50 dernières étaient complètement fausses. Donc
Ça l'histoire est un peu... si vous aimez l'humour noir, c'est un peu, un peu déprimant. Bon bref, peu importe. Donc ici, là, tout ce qui nous importe, ouais, l'histoire est un peu triste. Hein. Il aurait peut-être mieux fait de... Bon, je sais pas. Après tout, pourquoi pas. Bon alors, bref. Donc là, tout ce qui nous intéresse, c'est que 1 inférieur égal à n, inférieur égal à 9. Ok. Bon, bah du coup, c'est exactement le raisonnement qu'avant. AN, c'est un grand taux de 1. C'est une suite bornée, AN. Donc si je divise par 1, c'est borné. Donc, le rayon de convergence de AN, alors ça va dans quel sens je ne sais plus en quel sens ça va. Le rayon de convergence de A est plus grand que 1. D'accord? Parce que je suis plus petit qu'une constante. Ok? Et de même, le rayon de convergence de la série de terme général 1 est plus grand que le rayon de convergence de la série des AN. Ça savoir. Okay. Bon, on peut absolument pas déterminer les AN, évidemment. Hein. Simplement, on n'a que 1 supérieur ou égal à R supérieur ou égal à 1 par comparaison, et donc R égale 1. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir d'expressions explicites pour les nombres pour donner des rayons de convergence. C'est un petit peu la morale de l'histoire. Alors, je vais peut-être passer un peu vite sur ces choses-là, simplement parce que j'aimerais bien... Bon, d'une part, j'aimerais bien faire une petite pause quand même. Bon, je fais une petite pause, alors on va faire juste 10 minutes. J'aimerais quand même bien qu'on finisse le cours aujourd'hui, ok? Donc, on se dit en 10 minutes? D'accord? À tout de suite? 49, absolument Day. Le gardien du temps. Allez, je suis retour à 49. À tout de suite.
J'ai un petit problème là avec mon OBS, avec mon logiciel de streaming là. J'ai du mal à minimiser. Si je fais comme ça marche. Ok. 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 On est reparti. Bon, j'ai 2 minutes de retard. Alors. Donc. Tout va bien. Splendide. Oui, je m'en doutais. Hein. C'est au niveau de mon ordi que ça. Enfin, c'est moi qui. Sa communication entre la tablette et l'ordi qui s'était interrompue parce que la tablette s'est mise en veille. Bon, bref. Ok. Donc si tu prends AN et BN des séries entières de rayons de convergence RA et RB, alors le rayon de convergence de la série somme est au moins égal au minimum des rayons de convergence. Alors attention, il n'est pas toujours égal. Bon, je pense qu'on va manquer un peu de temps en fait, tout doucement, donc j'ai envie d'arriver vite fait à des trucs d'intérêt pratique plus importants. Hein. Mais le rayon de convergence est plus grand que le minimum des rayons de convergence. Et pareil pour le produit. Ok. Bon, c'est juste à connaître. Je ne vous donnerai pas de démonstration pour le coup, on va l'admettre. Tout simplement parce que on a besoin d'avancer. J'ai envie de finir mon truc aujourd'hui. Hein. De toute façon, c'est la dernière fois qu'on se voit aujourd'hui en CM, donc faut qu'on finisse. Et de même, si R seconde c'est le rayon de convergence de la série entière lambda AN, okay, je multiplie par un réel lambda, alors R seconde égale RA. Okay. Bon, juste un exemple bébête. Pourquoi est-ce que RA, pourquoi est-ce que R c'est supérieur ou égal à min et RA RB, où R égale rayon de convergence de la série somme. Ok. Pourquoi est-ce que là vous me direz on n'a pas égalité, monsieur? Tout bêtement. Bon, en fait, si je prends AN égale moins 1 puissance n, et BN égale moins 1 puissance n plus 1, ah, zut, oui, pardon, c'est Y. Pourquoi il ne voit pas mes notes? Après, c'est bizarre. Attendez, ça frise. Une seconde, je redémarre. C'est bizarre. Bon, ça frise, hein. Vous êtes informaticien, vous connaissez ça. Attends une seconde. Où c'est que c'est là, hein. Ouais. C'est bon? Ça devrait être bon là. Bah non, c'est pas bon. Pourquoi il communique plus avec la tablette là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me fait là? Vous restez sur mon appli là, c'est ça, hein? Il se passe rien là. Mais non, c'est pas bon. Là, vous voyez juste l'écran de mon iPad, mais vous voyez pas quand là je suis en train de naviguer entre les applications là. Attends, on va recommencer. Non, vous voyez mon écran d'iPad.
Bah oui, d'accord, mais moi je suis en train de naviguer dans les applis là. C'est pas bon. On va recommencer. Je sais pas ce qu'il me fait là, le screen. Recommençons. Ouais, je sais bien que vous voyez pas Tavonia. Tu croises Undercria? Bah je sais pas. Là c'est bon, non? Là ça devrait être bon. Mais non, c'est toujours pas bon. Non, non, c'est pas bon, Stanina. Il navigue pas entre les trucs là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez quoi? Je vais relancer OBS. Restez où vous êtes. Je déconnecte, je reconnecte, ok? J'en ai pour une minute. Il y a dû se passer un truc là que je comprends pas très bien. Ça va pas être au niveau d'OBS, hein, je pense que c'est plutôt au niveau de l'only screen là. Qu'est-ce qu'il me fait? Il a pas dû aimer la mise en veille. Oups. Il a pas dû aimer la mise en veille et il refuse de naviguer là. Bon, je relance OBS, hein, on essaye. Ok, bougez pas, je suis là dans une minute. Hein.